Monsieur Christophe Massamba, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parti politique, Parti congolais du progrès intégral? Bon, c'est un parti qui a été reconnu officiellement en 2011, qui a aussi participé aux élections de 2011 et qui mène ses activités jusqu'à aujourd'hui. C'est un parti plutôt progressiste parce que dans le monde politique, on distingue deux camps qui s'opposent. Évidemment, il y a d'autres camps qui viennent comme satellites autour des deux. Il y a la gauche et la droite, ce sont les camps traditionnels. Nous, on est plutôt situés à gauche. Voilà. Quelles sont vos missions actuellement en RDC? Quelles sont vos actions? Les actions, on peut dire que nous nous battons, nous mettons beaucoup de force pour que Kabila quitte le pouvoir. Parce que, vous savez, si on a un parti politique, c'est pour exercer la gestion de l'État un jour et pour l'exercer dans un espace démocratique, il faut qu'il y ait des élections. Et là, on a vu qu'en RDC, les élections sont pratiquement impossibles parce que, ou alors, il faut attendre des années et des années parce que le président qui est là ne veut pas partir avec son système, évidemment. Ok. Parlez-moi des morts, des fausses communes, Béni, Kassai, Bakongo, Katanga, Mundiamayala et même de l'hôpital de Panzi de Tamboué. Bon, sur cette question-là, je peux dire simplement que je peux déjà commencer par saluer toutes les personnes qui sont tombées. Les femmes violées dans l'est du Congo, ceux qui sont morts au Kassai, dans le bas Congo avec les massacres contre le Bundu-Diamayala, Bundu-Dia-Congo, à Kinshasa, ceux qui sont tombés lors des manifestations diverses depuis des années et des années. Ce ne sont pas des morts pour rien. Je pense que la mémoire pourra en dire quelque chose, comme ça se fait dans d'autres pays, des stèles ou bien des monuments, des mémoriaux, des monuments qui pourront permettre la célébration de ces difficultés qu'on a connues, qu'on connaît toujours d'ailleurs, parce que vous remarquerez que dans le monde moderne, quand vous vous baladez dans des rues, dans des grandes places, dans des grandes villes, dans des grands pays, vous voyez toujours des lieux de commémoration. Donc je pense particulièrement à tous ceux qui sont morts pour l'intérêt de notre pays. Ok, très bien. On a vu il y a quelque temps le syndicat de Kolo qui parle de plus en plus du Congo et qui vient de lancer son mouvement politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le Congo, c'est un pays qui a fait sortir beaucoup d'enfants à l'extérieur. C'est soit les gens sont partis soit pour des raisons personnelles, soit parce qu'ils se sont mariés, le cas des syndicats de Kolo par exemple, d'autres parce qu'ils ont vu qu'ils trouvaient mieux ailleurs. Et le syndicat de Kolo est un de ces enfants congolais qui est revenu, en tout cas qui revient sur le devant de la scène, au devant de la scène, parce qu'il veut aussi apporter ce que lui pense du bien pour notre pays. Alors, il n'était pas connu dans l'espace politique congolais, le voilà, mais avec un énorme poids, parce qu'on connaît sur le plan social ce qu'il représente, lui-même aussi étant d'une grande famille, parce que Dokolo, c'est quand même l'homme qui a bâti une très grande fortune en RDC. C'était le premier riche congolais qui a bâti sa fortune non pas par l'effet des aérianisations ou quoi que ce soit, mais par ses capacités à faire travailler les gens et à gérer son entreprise. Donc c'est quelqu'un qui a... Cet enfant-là représente beaucoup, parce que nous avons évidemment besoin de ressources importantes pour cette lutte. Et il fait partie de ceux qui peuvent apporter des ressources tant humaines que matérielles pour la lutte et arriver finalement à la solution que nous voulons pour évidemment remettre le pays sur les voies démocratiques. Voilà.
En tant qu'acteur politique, vous connaissez Mwanansemi. Comment jugez-vous son action, ses appels? Mwanansemi, je le connais à travers les médias. Je ne l'ai jamais rencontré. J'avoue que si j'étais encore dans les possibilités de retourner régulièrement en RDC sans problème, je l'aurais rencontré effectivement. Mais là, c'est à travers les médias. Par contre, mon opinion sur lui, c'est que il avait des positions qui ne rencontraient pas mes préoccupations, telles que l'indépendance du Bas-Congo. Il a dit plusieurs fois. Et puis le fait que les Bas-Congo soient le peuple élu de Dieu, élu par Dieu dans la population noire, ça je ne pouvais pas accepter parce que c'est une espèce de discrimination qui n'a pas de sens. On ne peut pas expliquer scientifiquement des choses comme ça. Et puis nous sommes pas, je ne crois pas que dans le monde d'aujourd'hui on puisse avoir des preuves que Dieu a choisi quelque chose. Il n'y a pas de preuve pour ça. Alors je dis que de ce point de vue-là, on était évidemment opposés, mais depuis son ressaisissement, ces changements, depuis qu'il n'a pas obtenu, évidemment, lui il a dit ouvertement qu'il avait soutenu avec Kabila l'avènement d'une transition où lui serait un vice-président. Bon, nous avons combattu ça. Mais il est revenu contre tout ça en disant que maintenant, moi je pense qu'il faut que le pays, les populations de notre pays se mettent ensemble parce qu'on a tout essayé pour que Kabila parte, il ne peut pas partir, et que Kabila représente le pouvoir rwandais, il travaille pour les intérêts du Rwanda en RDC, et ça on ne peut l'accepter parce que on voit comment le pays sombre complètement dans la violence, dans l'incertitude, dans la précarité, dans le sous-développement. Et vouloir un développement, aujourd'hui, c'est vouloir le départ de Kabila. Alors ça rejoint notre combat. Le fait d'avoir rejoint notre combat, nous ne pouvons que le soutenir. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je soutiens pleinement le combat qu'il mène parce que c'est notre combat. Lui, il l'a rejoint. Lui, il l'a rejoint. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ces discours, évidemment, nous serons là toujours pour dénoncer et pour l'appeler lui. Puisque là, on va essayer, on va faire tout pour avoir de vrais contacts. Nous pourrons l'appeler à modifier sa façon de communiquer. Voilà ce que je peux dire en ce moment pour lui. Ok, très bien. Je voudrais ajouter quelque chose sur Mwanansemi. Même si je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis aujourd'hui en contact avec M. Sita Nsonizeno, qui est le chargé du bureau politique, en tout cas le président du bureau politique de Bundu Diamayala. J'étais en contact avec lui et j'ai eu beaucoup d'éclaircissements sur ce combat qui est en train d'être mené pour le changement dans notre pays. Donc, je suis absolument sûr que la vision telle que je l'ai décrite sur Mwanansemi est celle-là parce que lui m'a confirmé qu'au jour d'aujourd'hui, si Mwanansemi pense qu'il faut que le Congo soit uni et indivisible, il croit cependant que le fédéralisme serait la meilleure garantie d'un bon fonctionnement. Alors, nous pouvons avoir des divergences dans la politique, dans la façon de mener le combat, dans la façon de vouloir régler le problème de fonctionnement, de gestion. Mais la liberté voudrait qu'il y ait des partis unitaristes, qu'il y ait des partis fédéralistes. Rappelons-nous que l'UDPS, le parti cher à Étienne Tshisekedi
et les 13 parlementaires qui battent à Maliba, etc., c'est un parti fédéraliste. Le parti comme la BACO de Joseph Kasavubu était un parti fédéraliste. Le parti Konaka de Tchombe, c'était aussi un parti fédéraliste. Et puis on a eu des partis unitaristes comme le MNC Lumumba, le MNC de Lumumba. Je pense que cette façon de vouloir le fonctionnement du pays est une vision de Boundou Diamayala qui, si un jour c'est Boundou Diamayala qui prend le pouvoir, il pourra permettre à ce qu'on devienne un pays, faire des choses, transformation de la constitution à travers des référendums pour qu'on devienne un pays à configuration fédérale. Mais ça reste quand même l'opinion d'un parti politique, je vais dire. Je suis donc très favorable au combat qui est mené aujourd'hui, vivement que Kabila parte, parce que c'est le temps du peuple, comme nous l'avons toujours dit. Nous sommes au temps du peuple. Les dialogues, les concertations, que ce soit favorisé par l'ONU, favorisé par l'OUA, favorisé par l'OIF, favorisé par le rassemblement, favorisé par je ne sais pas qui, même favorisé par Némoa Nanseni, ça ne marchera pas parce que nous sommes au temps du peuple. Aujourd'hui, c'est Némoa Nanseni qui lance l'appel au soulèvement. On parle actuellement de troisième dialogue RDC, avec l'application de l'OIF, le RASAP à la manœuvre. Êtes-vous d'accord avec cette organisation? Bon, les RASAP, en fait, c'est les rassemblements, c'est le grand conglomérat des mouvements laissés par Etienne Tshisekedi. On a eu les concertations 2014, par la suite un gouvernement, toujours gouvernement Matata, mais avec quelques modifications, des ministres qui ont changé. Et puis par la suite, on a eu un dialogue, un premier dialogue, avec l'implication de l'Union africaine, évidemment matériel par la présence conduite par Edem Kodjo. Et puis par la suite, on a utilisé la SENCO, les catholiques, donc la conférence épiscopale du Congo, pour avoir aussi un deuxième dialogue. Par la suite, on a un gouvernement qui est là, et maintenant, il faut un troisième dialogue. Nous savons que le troisième dialogue, c'est pour que Tshisekedi Félix prenne le poste de Premier ministre. Bon, la conséquence, c'est quoi? C'est maintenir Kabila au pouvoir. Parce que concertation, c'était pour Kabila, reste au pouvoir. Dialogue de la cité de l'OUA, c'était pour aussi, l'essentiel c'était pour que Kabila reste, parce que le fait de mettre des ministres, de changer, je ne sais quoi, des postes, de donner des postes aux gens, c'est accessoire. L'essentiel c'est Kabila reste, là c'est bon. Deuxième dialogue, le dialogue suivant, le dialogue de la SENCO. Donc on a essayé d'utiliser, en fait on a le meilleur terme, c'est-à-dire on a manipulé l'Église catholique pour obtenir aussi, grâce à elle, le prolongement du pouvoir de Kabila, avaliser ça, donner une caution, et c'est arrivé. Ensuite on a eu un gouvernement, ce gouvernement qui est là aujourd'hui, mais ça n'a pas satisfait les rassemblements. Très bien. Donc, quel enseignement tirez-vous de la journée du 7 août 2017, appelée par Némoa Nanseni, et des villes mortes appelées par un rassemblement? Bon, appelé par Némoa Nanseni, c'était au soulèvement. Le soulèvement populaire, c'est à ça qu'appellent toutes les organisations congolaises qui veulent le changement en RDC, puisqu'on a vu que les élections
ne peuvent pas se dérouler. Ceux qui sont chargés de l'organisation des élections ne veulent pas des élections. La CNI, qui est majoritairement composée des gens de la mouvance de Kabila, en fait, suivent les indications du président avec ses hommes. Donc, quand la CNI se prononce sur les élections en RDC, c'est toujours par rapport à ce que pense le gouvernement et le président Kabila. Alors, puisque les élections ne vont pas avoir lieu, puisque c'est un système de violence qui est installé au pays, puisque la situation sociale ne permet plus, la formation des gens n'est plus possible réellement dans le pays, ceux qui ont pensé qu'il faut un soulèvement populaire, moi je pense qu'ils ont raison. Et l'appel de moi Nansemi, qui est celui de faire sortir les gens pour que ce soit un soulèvement populaire, un soulèvement important qui ferait tomber le gouvernement, c'est un appel que j'approuve. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Au lieu d'avoir toute la population congolaise, on a vu les seuls mouvements Bundu Diamayala ou Bundu Diakobo qui sont sortis. Ce qui est vraiment dommage. Bon, on peut dire que, est-ce que c'est parce que l'appel c'est un appel seulement lancé dans les médias et qu'un appel lancé dans les médias fait apparaître comme si Mwanansemi lui-même est seul à l'initiative et ne veut pas que les autres capitalisent cela, ce travail. Ce sont des choses que Mwanansemi pourrait corriger si avant d'adresser un tel message, il y avait consultation déjà de quelques groupes bien identifiés qui seraient favorables à un appel comme ça. À ce moment-là, tout le monde s'attribue la participation. Un tel message, c'est très bien, mais lancer seulement dans les médias, ce n'est pas bien. Il faut un travail de terrain qui vienne avant que cela parte dans les médias. Ce serait peut-être beaucoup plus intéressant. Quant à l'appel des villes mortes du rassemblement, je dirais que c'est un peu dommage que nous ne pouvons pas tirer les leçons du passé. C'était Tshisekedi dans les années 80, 90, 90 par contre, je crois, parce qu'avec les périodes de conférences nationales, il y a eu des villes mortes. Mais ça n'a rien donné. Sur le plan économique, quand vous avez 70% des gens qui travaillent, alors là, quand vous décrétez ville morte, vous appelez à une ville morte, et que ça se réalise vraiment, vous avez une perte économique énorme. C'est-à-dire des grands capitaux, l'État, tous ceux qui gagnent vraiment de l'argent en RDC ne peuvent pas fonctionner. Alors ça fait une très grande perte que sur le plan économique, c'est très lourd, c'est très difficile à gérer. Mais au jour d'aujourd'hui, on trouve 90% de chômeurs en RDC. Il n'y a pas d'impact. Le seul impact que ça peut avoir, c'est affamer des gens qui ne peuvent pas aller vendre au marché, qui ne peuvent pas travailler dans l'informel pour faire manger les enfants. Ou bien des hôpitaux qui ne peuvent pas fonctionner parce que les infirmiers ne sont pas partis. C'est parce que les gens, s'ils restent à la maison ce jour-là, ça n'intéresse pas l'État. Un État qui accepte que les gens meurent de faim, qui accepte que les gens ne travaillent pas. Si ce jour-là, les gens ne travaillent pas, ce n'est pas véritablement un problème. Donc, je crois que les gens doivent être plus intelligents. À mon avis, ceux qui lancent des villes mortes comme ça ont quelque chose dans leur cerveau qui ne fonctionne pas. Moi, je le pense en tout cas comme ça. Il faut absolument que l'on revoie dans les stratégies que faire pour faire partir Kabila au
pouvoir. Ce ne sera pas les villes mortes. D'ailleurs, il y a un monsieur qui nous a dit dernièrement que les villes mortes doivent appartenir aux morts, tandis que les vivants doivent combattre avec vraiment de vrais moyens, avec tous les moyens des gens vivants. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection? Les élections n'auront pas lieu, peut-être même pas dans une année. Et le danger aujourd'hui d'avoir des élections en RDC, si élection il y a, c'est que Kabila, s'il ne craignait vraiment rien, il aurait déjà choisi un dauphin. Les dauphins peuvent être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un éléphant, ça peut être un chacal. Et puis le chacal gagnera parce que la CNI est taillée pour faire gagner le chacal. Vous comprenez? Donc ce n'est d'aucun intérêt pour la RDC d'avoir les élections au jour d'aujourd'hui. Maintenant, vous me direz, peut-être vous me poserez la question, quel est le meilleur schéma pour que le Congo s'en sorte? C'est bien ça. Bon, à mon avis, moi je plaide pour, en tout cas je me bats, pour qu'il y ait un intérim au pouvoir. Un intérim et non la forme de transition qui voudrait que la transition, partage du pouvoir de transition, avec, comme cela s'est passé avec 1+4, les partis tel va prendre tel poste et tout ça. On appelle ça pas une transition, un partage du pouvoir, partage du gâteau. Il faut une réelle transition qui soit un intérim avec des techniciens, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec la politique ou qui renoncent à faire la politique plus tard, qui vont prendre cela et remettre tous les instruments en place pour par la suite qu'on ait des élections véritablement démocratiques ou en tout cas qui soient proches de la vraie démocratie. Alors ces instruments c'est quoi? Nous avons la commission électorale nationale indépendante qu'on appelle la CNI. Cette CNI avec la composition des partis politiques. La CNI est composée des partis politiques. Les partis politiques dominants. Les partis qui composent la CNI, nous avons premièrement le PPRD et tous ses satellites qui composent, qui a 10 membres dans le bureau. Et puis nous avons l'UDPS qui est qu'on peut qualifier de l'opposition officielle, parce que c'est le fait d'avoir des gens qui suivent derrière, qui sont très nombreux, c'est comme des gens qui suivent une fanfare, ou bien qui suivent des concerts de musique, ils viennent très nombreux parce qu'ils ont des gourous, et ces gens-là font que l'UDPS est important. Et l'UDPS a un membre, compte un membre à l'intérieur de la CNI. Les MLC aussi, avec Bemba puisqu'il avait, les gens croyaient aux forces armées. Bemba avait des armées avec lui. On pouvait croire que Bemba, ça pouvait aider le Congo. Mais nombreux ont suivi Bemba et il s'est retrouvé avec quelques mouvements, quelques représentants au Parlement. Donc, Bemba aussi a un membre à la CNI. Et nous avons M. Vital Kamerhe, avec son parti qui est né de sa sortie du PPRD, qui lui aussi, avec ces gens, puisqu'il a une population qui le suit à l'Est, et il a un membre qui le représente dans la CNI. Ça fait avec 13 membres. Donc nous avons, au fait, 4 mouvements avec quelques satellites qui sont là pour gérer la RDC. Et pour longtemps, si nous ne faisons pas attention. C'est pour ça que la CNI, avec sa composition actuelle, est dangereuse et antidémocratique et dangereuse pour le pays. Donc, si c'est Kabila qui va rester au pouvoir, si c'est Kabila qui maintient son pouvoir avec la CNI, les autres seront toujours d'accord pour avoir des miettes et continuer à manger, avoir quelques PDG, quelques mandataires publics, quelques députés, et ça leur va bien comme ça. Dans le système où les gens pensent plutôt
à leurs propres intérêts, ça leur va bien comme ça. Monsieur Mopsamba, le mot de la fin. Pouvez-vous nous parler un peu des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui au Congo sur le domaine plus social? Quelles sont vos perspectives? Quelle est votre vision à terme pour sortir de ces difficultés? Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la vision que j'ai de la société congolaise, avec mon parti politique, le Parti congolais de progrès intégral, c'est évidemment le progrès social, quand on dit progrès intégral. Donc là, on aura peut-être toute une émission ou bien toute une interview pour ne parler que de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais m'attarder peut-être sur la situation que vit le peuple congolais. On a parlé tout à l'heure de la situation économique. La situation économique est très difficile. La situation économique était difficile pourquoi? Les gens ne peuvent pas créer d'entreprise là-bas. C'est très difficile. Tout est mis en place pour casser, briser et empêcher que les Congolais se développent. Alors on fait appel aux Chinois, on aide peut-être les Rwandais qui sont à l'est du pays, avec l'argent qui part au Rwanda, comme ça là-bas ils construisent leur petit pays. Et les Chinois, les étrangers qui viennent sont les bienvenus. Ils arrivent à prendre des crédits là où ils sont dans leur pays, ils viennent investir au Congo. Mais pour les Congolais, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça d'ailleurs le Congo reste dans un pays de l'informel complet. Et c'est très difficile. Pas d'industrialisation. On ne fait qu'extraire des matières premières. Et ces matières premières, ce sont toujours des multinationales étrangères qui viennent. Il n'y a pas de transformation sur place. Donc, impossible de créer des vrais emplois. Donc, impossible d'élever les niveaux sociaux. Ce qui fait que les gens meurent de maladies parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, parce que le pays est insalubre, parce que la situation de l'insalubrité crée de nouvelles maladies. Et aussi, nous avons la formation scolaire qui est grave. La formation scolaire, le taux de scolarité est en train de baisser tous les ans. On atteint des taux de scolarité en baisse très forte. Alors, je vais parler particulièrement de cette année. Il y aura une rentrée de classe dans quelques jours, dans quelques 2 semaines. Mais la rentrée, comment elle va se faire? Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont peut-être pas retourner à l'école, faute de moyens. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Vous entrez dans une école, pour un cycle, par exemple, primaire qui part de première année à la 6e année. Vous faites votre première année dans une classe, vous êtes brillant, vous passez en 2e, ou en 3e, ou en 4e, ou en 5e. Mais chaque année, quand vous avez fini l'année, même avec brio, vous avez réussi à passer des classes, on vous demande de confirmer votre place dans l'école. Et pour confirmer, il faut payer. Vous payez pour votre confirmation. Je me souviens que nous sommes en France. Mais je me souviens qu'en RDC, moi j'ai fait l'école primaire, j'étais inscrit dans une école jusqu'à ce que je termine mon cycle. Les secondaires, pareil, jusqu'à ce que je termine mon cycle. Mais là, ça devient inscription tous les ans. Réinscription tous les ans. Et comme ça, au début d'année, les parents qui n'ont pas de moyens, l'enfant n'est pas inscrit, l'enfant est rejeté complètement et les enfants ne vont plus à l'école. Je m'insurge contre cette affaire qui bloque les Congolais finalement pour étudier. L'histoire de la rémunération des enseignants, la prise en charge des enseignants par les seuls parents. L'État a complètement démissionné. Alors que les enfants qui étudient au Congo, ce sont les enfants de l'État. C'est pour servir l'État. Alors, il y a une prolifération d'écoles et les parents sont les seuls à qui on demande de supporter la scolarité des enfants. L'État a complètement démissionné. Et surenchère, la surenchère c'est quoi? C'est chaque année, il faut une réinscription dans une école.
La réinscription dans une école aujourd'hui, au secondaire et au primaire, ça vous coûte dans les 180 $. Notre pays a besoin des enfants. Contrairement à ce que certains disent, l'Afrique n'a pas besoin d'enfants. Nous avons besoin d'enfants parce que l'espace est grand. Nous avons un pays qui a besoin de forces vives. Nous avons besoin que les femmes fassent plus de 6 enfants même, parce que nous avons besoin des enfants. Même la France aujourd'hui a besoin des populations. L'Allemagne a besoin de populations, ce sont des vieilles populations. Nous avons des pays très espacés. Je me souviens que, si je me rappelle la densité de la RDC en matière de population, nous tombons autour de 40 habitants par kilomètre carré. Alors que dans les pays comme la Belgique, c'est 300 par kilomètre carré. La France, ça doit être autour de 100 et quelques par kilomètre carré. Donc nous sommes en deçà, nous sommes vraiment un pays très dépeuplé. Et avec ce dépeuplement, il faut former les enfants. On ne peut pas faire des enfants et qu'ils soient analphabètes. Quand on a des analphabètes, des gens mal formés ou non formés, ça devient une charge au lieu d'être un capital pour le progrès de notre pays. Voilà ce que je peux dire pour les difficultés sociales. Vivement que Kabila parte et qu'on puisse relever les défis de ce progrès qu'on appelle tout depuis très longtemps dans nos mouvements politiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup M. Christophe Massamba pour votre pensée, nous avoir détaillé votre pensée, votre vision du Congo de demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.